Bienvenue dans Celle qui suit, le podcast où on vient déposer les masques, les armures, les rôles qu'on porte parfois depuis bien trop longtemps. Ici, je te parle à cœur ouvert. Pas pour t'apprendre quelque chose d'extérieur à toi, mais pour t'inviter à te rappeler, à te souvenir. Te rappeler que ta vérité, elle est déjà là, sous les couches, sous les peurs, sous les je dois et les il faut. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un état qu'on connaît beaucoup trop bien, sans même parfois lui mettre un mot, le mode survie. Ce fonctionnement automatique, presque invisible, qui fait qu'on respire sans vivre vraiment, qu'on sourit alors qu'à l'intérieur, c'est tendu, agité et lourd. Et si cette anxiété que tu ressens n'était pas une faiblesse? Si c'était un signal, un langage que ton corps a appris pour t'adapter, pour survivre, pour t'empêcher de sombrer à une époque où tu n'avais pas le choix. Aujourd'hui, je vais t'emmener avec moi pour mieux comprendre comment l'anxiété naît, s'installe, mais aussi comment on peut doucement la désamorcer. On va parler de science, de vécu, de résilience, de corps et d'émotions. Et surtout de ce qu'on peut faire pour revenir doucement à la vie. Installe-toi confortablement, respire. Et si tu osais enfin écouter la voix qui chuchote en toi depuis si longtemps, celle qui te dit qu'il est temps de ralentir, de te retrouver et de t'aimer. Bienvenue dans le podcast Celle qui suit, un podcast qui t'invite à reprendre ton pouvoir et à te reconnecter à ta véritable essence. Je suis Jenna, thérapeute holistique et exploratrice de l'âme humaine. Depuis plusieurs années, j'accompagne les femmes à travers la guérison des traumas, la reconnexion au corps et la libération des blocages inconscients. Dans ce podcast, je te partage mes réflexions, mes expériences et des outils concrets pour t'aider à revenir à toi tout en douceur. Dans Celle qui suit, on parle d'amour de soi, de régulation du système nerveux, de blessures du passé, mais aussi d'intuition, de mouvement et de tout ce qui peut nous aider à vivre plus alignés et libres, parfois en solo, parfois avec des invités. Je t'invite à un voyage intérieur pour explorer ta vérité, au-delà des injonctions et des croyances limitantes. Alors si tu ressens l'appel de cette reconnexion à toi, abonne-toi au podcast et rejoins-moi chaque semaine pour une nouvelle exploration. L'anxiété, je la connais que trop bien puisque j'ai appris à vivre avec depuis de nombreuses années. Elle m'a longtemps pourri la vie, cette anxiété, empêché de faire plein de choses parce que j'avais peur, parce que je me protégeais. Et aujourd'hui, je vais vraiment faire le focus sur le mode survie. Donc c'est en fait le fait de vivre avec l'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est un mot qui est super large. Il y a plein de types d'anxiété, il y a plein de niveaux d'anxiété. Et donc on va discuter de tout ça aujourd'hui. Je vais essayer de t'éclaircir un petit peu le chemin. Et surtout d'avoir un... Je vais essayer de faire l'épisode que moi j'aurais aimé avoir lorsque je ne savais même pas encore que je vivais avec l'anxiété, que j'étais anxieuse. Je croyais que c'était moi qui étais bizarre, que c'était moi qui étais trop sensible, trop émotive, ou pas assez. Pas assez sûre de moi, pas assez confiante, pas assez qualifiée, pas assez intelligente. Voilà, j'ai longtemps cru que c'était moi le problème. Donc cet épisode, je le fais un peu pour la Jenna du passé en fait. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent se retrouver dans cet épisode que je vais faire, qui va être un mélange de théorie, de vécu, et surtout, ce qui me tient énormément à cœur, comment mettre des choses en place dans sa vie pour désamorcer l'anxiété, pour essayer de réduire l'anxiété. Et je le redis encore une fois, je pense pas qu'on puisse enlever complètement l'anxiété quand on est une personne anxieuse. Par contre, je suis sûre qu'on peut vivre avec, puisque c'est ce que je fais aujourd'hui.
Donc on va commencer déjà par la théorie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'anxiété. Et surtout le mode survie, puisque c'est vraiment le focus que je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire que quand je te parle de mode survie, c'est au départ une émotion qui est tout à fait utile pour la survie. Donc tous les mammifères sur Terre, donc les animaux ou nous avons développé cette capacité à se mettre en mode survie quand on perçoit une menace. Donc, si on se retrouve face à un lion, tout notre corps va se mettre en action, en activité. Il va y avoir tout un mécanisme à l'intérieur de nous qui va se mettre en place pour nous préparer à nous défendre. Donc, que ce soit pour combattre ou que ce soit pour fuir. C'est ce qu'on appelle la réaction combat-fuite. Il faut que tu imagines que ton corps, c'est comme un radar interne. Il est toujours à l'affût de ce qui pourrait représenter un danger. Ce radar, il s'appelle le système nerveux autonome. C'est aussi ce qui permet à ton organisme, à ton corps, de respirer, de digérer, que ton cœur batte, que ton sang circule dans ton corps. Ça, c'est le système autonome qui fait ça, le système nerveux autonome qui fait ça. C'est tout le fonctionnement de notre corps qui fonctionne sans qu'on en ait conscience. Voilà, on n'est pas tout le temps en train de se dire « Ah, je dois respirer ». Non. C'est autonome, c'est automatique. Donc ça, c'est ce que gère le système nerveux autonome. Donc lui, il scanne ton environnement, sans que tu t'en rendes compte. Lui, il est à l'affût, il observe. Et dès qu'il perçoit une menace, il appuie sur un bouton d'urgence et tu passes en mode survie. Lui, donc ça nous a beaucoup servi, et ça nous sert encore. Je veux dire, je sais pas moi, il y a l'année dernière, j'étais en Thaïlande avec ma famille, et on était dans un tuk-tuk, et en fait, je regarde dehors, et je vois une voiture qui se retourne. Donc je vois un accident sous mes yeux. Et en fait, je vois que la voiture qui, du coup, se retrouve sur le toit, donc elle se retourne complètement. En fait, elle choque une autre voiture qui est devant. Et la voiture de devant se retourne complètement, se retrouve sur le toit. Et avec la vitesse, elle glisse sur le toit dans notre direction à nous, vers notre taxi. Moi, je vois le truc se faire, mais ça se passe vraiment en 2 secondes. Hein. Vraiment, c'est hyper rapide. Je vois le truc se faire, je prends ma fille par les bras et je saute hors du taxi. Tu sais, c'est des taxis qui sont ouverts, hein. Tu sais, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Et je saute du taxi parce que j'ai vraiment cru que la voiture renversée allait nous percuter, en fait. Et donc, évidemment, on n'a pas de ceinture, on n'a rien du tout. Donc, j'ai vraiment vu, en fait, qu'on allait être pris dans l'accident. Je n'ai même pas réfléchi, si tu veux. C'est mon corps qui a fait ça. Je ne me suis pas vue faire. J'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est boum, j'ai pris ma fille. Boum, je l'ai emmenée, on a sauté du taxi. J'ai pas réfléchi. D'ailleurs, on aurait pu se faire mal aussi en atterrissant par terre. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. Donc ça, c'est typiquement ce mode survie qui nous sert énormément quand on est face à un danger. Ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, c'est que l'amygdale, hein, donc qui est la partie qui est liée aux émotions, mais aussi qui est un détecteur de danger, elle perçoit le danger et donc elle sonne l'alerte. Du coup, c'est mon système nerveux sympathique qui prend le relais. Donc mon rythme cardiaque s'accélère, ma respiration devient plus courte, mes muscles se tendent, tout ce qui est inutile, c'est-à-dire mon système digestif, mon système reproductif, même le fait de déglutir la salive, des fois ça peut se bloquer aussi, parce que j'en ai plus besoin sur le moment. Sur le moment, j'ai juste besoin de concentrer mon énergie, en fait, dans mes muscles, dans mes poumons, pour être prête à soit me battre, soit à fuir. Donc voilà, donc toute l'énergie est concentrée aux endroits qui vont m'être nécessaires pour survivre face à cette menace. Et donc mon corps va sécréter du cortisol et de l'adrénaline, qui sont les hormones du stress. Pourquoi est-ce que mon corps il se prépare à fuir ? Parce que c'est comme si mon corps il se disait «
on n'a pas le temps de réfléchir, il faut agir tout de suite. Donc c'est l'exemple avec le taxi. Face à une menace réelle, c'est super efficace. Le problème, c'est qu'on a appris à vivre, et surtout pour les gens anxieux, comme moi, on a appris à voir la menace partout. Et donc, on est en continu, on est tout le temps en mode survie, même quand il n'y a pas de vrai danger. Et ça, c'est ce qu'on appelle du stress chronique, de la fatigue émotionnelle, de l'anxiété. On peut même parler de troubles anxieux. Quand ça devient vraiment à te pourrir la vie, on appelle ça un trouble anxieux. Parce qu'en fait, notre système nerveux, il ne fait plus la différence entre le danger et des stimuli qui vont venir nous activer, comme une conversation difficile, une réunion avec ton boss, une surcharge de travail, le fait d'avoir à payer tes impôts à la fin de l'année, ton prêt sur 30 ans. Voilà, c'est plein d'activations dans notre vie quotidienne qui, pour les personnes comme nous, des personnes anxieuses, sujettes à l'anxiété, vont être plein d'activateurs. Mais il y a aussi les traumatismes de l'enfance, les blessures de l'enfance, qui se réactivent dans telle ou telle situation. Et c'est ça tout ce que je vais essayer de t'expliquer dans cet épisode, c'est que il y a de l'appris, c'est-à-dire qu'on a appris à être en mode survie pour se protéger, mais on a été aussi conditionné à être en mode survie. Parce qu'on a des traumatismes de l'enfance, des blessures, parce qu'aussi on a un héritage de nos ancêtres, de nos parents, de nos grands-parents, qui nous ont été transmis à travers nos gènes. Voilà, pour plein de raisons, on va rester bloqué dans un état d'hypervigilance. On contrôle, on est en tension, comme si le danger, il était partout, tout le temps. Donc ce qu'il faut bien toujours se souvenir, c'est que si notre corps il a appris à faire ça, c'est parce qu'à un moment donné, on en avait besoin, d'accord ? Notre corps, notre système nerveux, il cherche toujours à nous protéger. Lui, il fait de son mieux avec ce qu'il a, avec ce qu'il sait faire. Maintenant, nous, comme on peut mettre de la conscience dessus, on peut venir changer ces mécanismes-là. C'est pour ça que je te disais au début de l'épisode que je pense pas qu'on puisse comme débrancher l'anxiété. Je pense qu'on apprend à vivre. Et puis il n'y a pas que moi qui le dis, les scientifiques, les psychologues, psychothérapeutes, etc. le disent aussi. Il y a de plus en plus de recherches qui sont faites sur ce sujet. Voilà, même eux, avec des médicaments contre l'anxiété, ils se rendent compte que, déjà, en fait, ils ne savent pas tellement trop comment ça marche, et surtout qu'ils n'arrivent pas à l'enlever. Voilà. Donc, le souci, c'est quand notre corps, il reste coincé dans cet état d'alerte, même quand il n'y a pas de réel danger. Et c'est donc ce qu'on appelle le mode survie. Ce qui fait qu'en fait, tu n'es pas en lien avec ta vie. Tu es en mode protection tout le temps. Et le moindre événement va venir t'activer. Donc te générer des émotions, en général désagréables, de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la peur, de la rage, de la honte, de la culpabilité. Eh bien, notre système nerveux, il envoie comme une mauvaise information à notre corps. Du coup, notre corps, il est tout le temps activé, tout le temps. T'imagines comme c'est fatigant. C'est un peu comme si... Moi, je sais que personnellement, j'ai un peu le vertige. Et donc, c'est un peu comme si mon corps, il était coincé tout le temps en haut d'un pont parce que je vais faire du saut à l'élastique. Oui, mon système nerveux est activé comme si j'allais sauter dans le vide. Tout le temps. Je pense qu'on se rend bien compte comment ça peut être épuisant pour le corps. Pour comprendre un peu mieux comment peut fonctionner le traumatisme dans l'esprit humain, je vais te partager une expérience qui s'appelle l'expérience du petit Albert. Donc ça a été fait aux États-Unis.
a été menée en 1920 par les psychologues américains Watson et Rainer, qui est une expérience très controversée, et tu vas comprendre pourquoi. Donc, c'était de la psychologie comportementale qui visait à démontrer que les émotions, comme la peur, peuvent être conditionnées. C'est-à-dire qu'on peut créer de la peur ou toute autre émotion chez quelqu'un à force de répétition. On peut entraîner quelqu'un à avoir telle émotion, donc tel comportement. D'accord ? Donc, le petit Albert, c'est un nourrisson qui a environ 9 mois. Au début, on lui montre des petits stimuli et surtout un rat blanc, un petit rat blanc mignon qui est domestiqué, c'est pas le gros rat dégueulasse des égouts, non, c'est le rat blanc mignon, voilà. Donc le petit Albert, lui, il a 9 mois, il voit un truc qui bouge, trop bien, voilà, tu vois bien, les enfants, ils adorent. Donc on l'entraîne, le petit Albert, à voir le rat blanc, tout se passe bien, le petit Albert, il est très content. Puis les deux psychologues, Watson et Rainer, associent avec le rat blanc un son qui fait super peur. Donc il frappe quelque chose contre une barre de métal. Évidemment, le bébé, Albert, il a très peur. Au bout de quelques fois, comme ça, l'enfant, naturellement, il associe le rat blanc au bruit qui fait peur. Et donc, très vite, le petit Albert, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il a peur du rat blanc. Parce que pour lui, le rat blanc est associé au bruit qui fait peur. Donc, le cerveau aime beaucoup faire des liens, tu sais, aime beaucoup faire des raccourcis. Donc, le rat blanc fait peur. Voilà ce qui se passe dans le cerveau d'Albert. Et ça va même beaucoup plus loin, puisque ensuite, on lui présente des animaux en peluche, on lui présente des manteaux en fourrure, on lui présente d'autres petits animaux. Eh bien, le petit Albert, il a associé à la peur. Et donc, voilà comment ces deux psychothérapeutes comportementalistes ont créé la peur dans le cerveau du petit Albert. Tu vois pourquoi cette expérience est complètement controversée, puisque c'est carrément trop horrible, c'est de la torture de faire ça, ça s'appelle clairement de la torture. Et on peut imaginer, par la suite, j'extrapole, je n'ai pas fait de recherche, je pourrais faire des recherches, savoir où est-ce qu'il en est, le petit Albert. On peut imaginer par la suite que, adulte, le petit Albert devenu grand, a une peur bleue des animaux. Et oui, puisqu'il a été conditionné à ça. La bonne nouvelle, c'est que comme on peut apprendre quelque chose, on peut aussi le désapprendre. Cette expérience nous montre que notre cerveau va être conditionné par des stimuli, par des situations, des expériences de vie qui vont nous générer des émotions, souvent désagréables, et par la suite vont s'inscrire dans notre cerveau, puis dans notre système nerveux, et en grandissant, on va réagir à ces stimuli de nouveau. Quelque chose que je peux te partager sur ce sujet-là, c'est quand j'étais petite, donc je sais pas, je devais avoir 7 ou 8 ans, nos chambres avec ma sœur étaient au fond d'un couloir et le salon était donc à l'autre bout du couloir. Et mes parents, le soir, nous, on allait se coucher, et mes parents, le soir, regardaient la télévision, regardaient des films. Et je me rappelle, un soir, je me lève, j'entendais donc les sons de la télé dans ma chambre. Je me lève en catimini et tout, et je voulais regarder le film en même temps que mes parents. Donc mes parents ne me voyaient pas. Je vais dans le couloir et tout ça, et puis je regarde le film, je me cache, je fais pas de bruit, je regarde le film. Et en fait, c'était le film Ça, là, avec le clown là, qui fait trop peur. Je suis comme hypnotisée par ce film. Et en fait, je vois le clown et ça me fait trop peur. Du coup, je file, je retourne dans ma chambre, je me cache sous mes draps, j'ai trop peur. Ce jour-là est venu s'inscrire dans ma tête, clown égale danger. Clown fait peur.
Et j'ai eu très longtemps peur des clowns, et même encore aujourd'hui. Quand même, au fond de moi, il y a un truc avec les clowns. Je suis pas, je suis pas d'accord avec les clowns. Donc, ces émotions, en fait, naissent d'un événement spécifique. Elles vont venir s'inscrire très tôt dans le corps et dans l'esprit, et elles vont ensuite se généraliser à d'autres situations. On va associer une autre situation à cette même situation qu'on a vécue par le passé, et donc on va surréagir et être dans l'anxiété. Et parfois sans même qu'on en ait conscience. C'est pour ça que nos peurs, nos anxiétés, avant qu'on les reconnaisse, elles ne sont pas toujours logiques. Parce que parfois, c'est le résultat de quelque chose qu'on a appris, mais qui n'est pas conscient. On ne s'est pas rendu compte qu'on a appris à avoir peur des clowns ou avoir peur des rats blancs. Voilà, le petit Albert, je ne sais pas si le petit Albert, à 9 mois, on peut s'imaginer qu'il n'a absolument pas conscience, une fois qu'il a 10 ans, de pourquoi il a peur des rats blancs. Tu vois, il a oublié. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un traumatisme. Parce que cet événement est venu s'inscrire dans mon corps. Un traumatisme, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme. Ça peut être une petite chose comme le film Ça et le clown, mais qui est venu graver quelque chose dans mon corps, une peur des clowns. Jusqu'à ce que je me souvienne que quand j'avais 8 ans, je suis allée dans le couloir et j'ai vu le film, et c'est ça. C'est de là que c'est parti. Il n'y a aucun clown qui m'a jamais fait de mal, de quelque manière que ce soit. C'est cet événement-là qui est venu graver dans ma tête clown égale peur égale danger. Alors on a vu comment ça se passe dans notre corps, dans notre tête, pourquoi on a ces surréactions, pourquoi on est anxieux, etc. On va maintenant voir, évidemment, comme chaque épisode, je ne vais pas te laisser comme ça. On va essayer de chercher des solutions. Il y en a une qui est hyper intéressante, que moi-même j'ai faite, ça s'appelle la thérapie cognitive comportementale, la TCC. C'est une approche psychothérapeutique, brève, qui est orientée surtout vers l'action et qui aide les personnes à identifier, comprendre et modifier leurs pensées, leurs émotions et leurs comportements problématiques. Elle repose sur une idée centrale, c'est que ce ne sont pas les situations en elles-mêmes qui nous font souffrir, mais c'est la manière dont on les interprète. Les 3 piliers de la thérapie cognitive comportementale, c'est d'abord la cognition, donc ce que l'on pense. Ensuite, ce qu'on ressent, les émotions. La peur, la tristesse, la colère, la honte, la culpabilité. Et ensuite, le comportement, ce que l'on fait ou ce que l'on évite de faire. Se replier sur soi, fuir les conflits, procrastiner, éviter certaines situations. Donc, d'abord, ça va être observer les schémas automatiques, qui sont souvent hérités du passé, comme on l'a vu auparavant. Ensuite, travailler sur les pensées dysfonctionnelles. Pourquoi je me dis ça quand je vois un clown ? Pourquoi ça me fait ça ? Puis les remplacer par des pensées réalistes, avec de la nuance, des pensées qui vont m'aider. Le clown n'est pas méchant. C'est drôle de dire ça, le clown n'est pas méchant. Un clown n'est pas méchant. Pas tous. Non, je plaisante. Pardon s'il y a des clowns qui m'écoutent. Je n'ai rien contre les clowns.
pas à proprement parler. Bref, t'as compris. Remplacer quelque chose par réaliste. Le clown, il te fait flipper, mais un clown n'est pas flippant. Donc, cette thérapie, elle va aider à identifier ce qui va déclencher notre stress. Comprendre pourquoi on va dramatiser cette situation, pourquoi on va avoir des pensées catastrophiques, et puis on va mettre des stratégies concrètes en place. Une des stratégies, une des techniques de cette thérapie, ça s'appelle l'exposition. C'est-à-dire qu'on va exposer l'individu doucement à ce qui lui fait peur, ce qui le stresse, ce qui l'angoisse, pour que petit à petit, on réapprenne à son cerveau que ce stress, cette angoisse, ce qu'il croit être une menace, n'en est pas une, finalement. Donc c'est se confronter progressivement et de manière contrôlée, attention, on ne fait pas ça n'importe comment, à la situation, plutôt que de l'éviter. Donc ça se fait vraiment sur la longueur, on y va petit à petit, c'est tout doux, c'est pas pour se faire du mal, pour se forcer, pour se mettre dans des situations inconfortables, pas du tout, c'est en fait réapprendre à son cerveau que cette situation qui me génère tellement d'angoisse n'existe que dans ma tête. En réalité, cette situation n'est pas dangereuse. Je ne risque pas ma vie à parler devant un public, même si mon cerveau me fait croire l'inverse. C'est, encore une fois, dissocier. Je te disais que le cerveau adore faire des associations d'idées. Et bien là, c'est comme couper, c'est comme débrancher la prise associée avec cette peur de parler devant un public. On la débranche. C'est pour sortir de ce cercle vicieux, anxiété, donc émotion. Donc du coup, j'évite de parler devant les gens. Voilà, du coup, je me renferme. Ce qui me crée du soulagement temporaire, mais ce qui renforce à terme mon anxiété. Parce qu'après, je me dis, je suis toute pourrie, je culpabilise, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Avec l'exposition, on réentraîne son cerveau à comprendre que la situation, elle n'est pas dangereuse et qu'elle est supportable. Et petit à petit, on rééduque notre système nerveux, en fait, et on apprend à le réguler. Et donc, l'intensité de la peur diminue. Je me rappelle, c'était un homme qui avait regardé, un peu comme le film que je te disais, Les Dents de la Mer, quand il était tout petit. Et en fait, ça l'avait traumatisé. Et donc, il avait extrêmement peur des requins, du coup, depuis tout petit. Et il expliquait que même dans sa baignoire, il avait super peur de s'accrocher au bord, voilà, comme s'il y avait un requin qui allait surgir dans la bouche d'égout de la baignoire. Donc voilà, c'est complètement irréaliste, on est d'accord. C'est impossible. Mais il avait réellement peur de ça. Et puis, bien plus tard, donc il ne savait pas nager, il évitait l'eau, etc. Et puis bien plus tard, il a été amené à voyager avec sa femme à Hawaï, je crois, je ne sais plus où. Et sa femme voulait absolument faire de la plongée sous-marine. Donc, il a appris à nager, il se sentait beaucoup plus en confiance, il a appris à nager, il a appris à réguler sa peur, etc. Et donc, il se retrouve sur le bateau, en tenue de plongée, prêt à plonger. Et en fait, le guide, juste à ce moment-là, le guide de plongée, dit oui, par contre, il va y avoir des requins, mais n'ayez pas peur, les requins s'en fichent de vous. Lui, ça l'a immédiatement déclenché. Et il raconte, donc il a quand même plongé, mais en fait, il raconte qu'il a fait une des pires crises d'angoisse de sa vie, en plongée, sous-marine.
Mais en fait, petit à petit, il s'est quand même rendu compte que, même s'il était en crise d'angoisse, il s'est quand même rendu compte qu'en effet, les requins s'en foutaient complètement de lui. Et voilà, nageaient paisiblement et venaient même pas le voir, et qu'en fait, il ne risquait rien, finalement. Et il est remonté, et donc là, ça a été une technique d'exposition plus, parce que c'est vraiment, sans mauvais jeu de mots, se jeter dans le grand bain, quoi. Mais en fait, par cette exposition extrême, eh bien, il a réglé son problème de peur irrationnelle des requins, puisqu'il s'est rendu compte que voilà, les requins n'étaient pas dangereux, du moins dans ce cadre-là, quoi. Donc voilà comment on peut progressivement, avec des étapes adaptées, augmenter son niveau de tolérance à des peurs, des déclencheurs. Hein. Il y a aussi l'exposition interne, qui est, je t'en parle régulièrement dans les épisodes, qui est se confronter, par exemple, à l'émotion difficile. Souvent, je te dis, vis l'émotion, ressens-la, respire dans cette émotion. Ça peut paraître un peu perché comme ça, mais en fait, c'est se confronter à l'émotion, ne pas essayer de la fuir avec des distractions, la vivre complètement, se laisser complètement submerger par la honte, la culpabilité, la tristesse, la colère, et pleurer, taper, hurler, je sais pas, sangloter comme un bébé de 2 ans, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est vivre l'émotion. C'est ça que je nomme toujours, souvent quand je dis respire dans l'émotion, c'est ça que ça veut dire. C'est se confronter à l'émotion. Et donc ça, c'est aussi de l'exposition. C'est que je ne fuis pas la situation, je ne fuis pas l'émotion, je la vis pleinement. Et je me rends compte, de la même manière que l'exposition physique, je me rends compte que cette émotion-là, même si elle me faisait très peur, elle ne m'a pas tuée. Elle n'était pas si menaçante que ça. Et ça me permet de faire le lien aussi avec l'anticipation. Parce que bien souvent, on a peur de quelque chose par anticipation. Finalement, une fois qu'on y est, ça fait beaucoup moins peur que ce qu'on ressentait avant la situation qui fait peur. Donc on sait, par anticipation, un peu monter le bourrichon, comme on dit. On a fait tout un truc, toute une histoire dans sa tête, blablabla, oui mais si ça, ah mais si ça, mais si il se moque de moi, mais si il me jette des tomates, mais si... Et en fait, une fois sur scène, je me rends compte que j'ai eu peur pour rien et que c'est même assez kiffant. C'était même assez agréable. L'anticipation, ça peut aussi être un déclencheur, parce qu'en fait, on a plus peur de penser la situation que de la situation en elle-même. Et donc, là encore, notre cerveau, il fait pas la différence entre les pensées et l'action. Donc lui, quand tu anticipes comme ça, une peur, lui, il croit que tu es vraiment en train de vivre la peur. Et donc il va, du coup, tout déclencher dans ton organisme, le mode survie. Et donc tu vas déjà être en mode survie, alors que tu n'es même pas en train de vivre la situation. Les personnes qui ont mon profil, voilà, c'est des pensées qui vont être récurrentes, ça, anticiper sur les trucs. Et pour te dire que ça se transmet, je vois que ma fille, elle a ce truc-là. Ma fille a 7 ans, elle est déjà dans l'anticipation de ses peurs. Et ça, c'est certainement quelque chose que je lui ai transmise de manière épigénétique, ce qu'on appelle par les gènes. Mais c'est comme si cette anxiété avait modifié certains gènes à l'intérieur de moi qui ont été transmis à ma fille, comme si ces gènes-là portaient déjà l'information de l'anxiété, et ma fille étant ma fille, a ces gènes-là. Donc elle a peut-être même pas encore elle-même expérimenté l'anxiété, mais avec les gènes transmises par sa maman, une anxieuse, eh bien elle a déjà l'anxiété en elle. Ça c'est ça l'épigénétique, mais je ferai un autre épisode dessus, je veux pas t'embrouiller avec trop de trucs. Donc voilà pour des techniques de thérapie qui sont reconnues. Il y a des
des thérapeutes partout en France, partout dans le monde. Il suffit de taper thérapie cognitive comportementale et tu pourras trouver des gens pour t'accompagner, si tu le souhaites. Il y a évidemment la médicamentation qui est très efficace. Maintenant, je ne vais pas faire la publicité de ça, ni en parler, parce que c'est pas quelque chose que je connais. Moi, j'en ai jamais pris, personnellement. Donc, je laisse ça à ceux qui connaissent, parce que je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas. Donc, dans cette 4e partie, on va parler de ce que je connais, c'est-à-dire comment on peut apprendre à réguler son système nerveux et comment on peut apprendre à vivre avec l'anxiété et à comme débrancher les liens qui sont faits dans notre cerveau pour qu'on passe tout le temps en mode survie. Voilà, comment on arrive à débrancher ce mode survie et à vivre avec l'anxiété. Sache d'abord que si tu te reconnais dans ce que je dis, tu n'es pas cassé. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu as une nature anxieuse et on peut très bien vivre avec et on peut très bien apprendre à réguler cette anxiété. J'en suis l'exemple vivant. Les conditionnements, ce que tu as appris à faire, ça peut se transformer, ça peut se désapprendre. Avec de la douceur, avec du temps et avec surtout des espaces sécurisants. Des cercles de femmes, des accompagnements thérapeutiques. Tu peux me rejoindre moi, je peux t'accompagner là-dedans si tu le souhaites. Tu peux rejoindre un atelier que je propose le 21 juin, qui sera complètement gratuit, en ligne, entre femmes, où on va justement expérimenter des pratiques, des techniques de régulation du système nerveux, des techniques de respiration, de mouvement. On va parler aussi, on va échanger entre femmes, parce que la parole est aussi énormément médecine. Quand on se rend compte qu'en fait, on n'est pas folle, on n'est pas bizarre, on n'est pas différente, on a une nature comme ça. Mais surtout qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres femmes, d'autres personnes qui vivent la même chose que nous, dans leur coin. Et on peut se mettre ensemble et on peut partager nos difficultés, nos peurs, nos culpabilités, nos angoisses, on peut partager tout ça. Et même entendre les autres femmes partager leur histoire, tu peux te retrouver à l'intérieur d'elles. Et c'est hyper intéressant, la parole est vraiment médecine. Ensuite, tu peux apprendre à observer tes réactions sans te juger. Tu peux te dire, ah tiens, là, ça me met en colère. Mais pourquoi je me mets en colère là, alors qu'il n'y a pas vraiment de truc pour se mettre en colère, quoi, en fait. Ah tiens, là, ça me rend triste. Voilà, tu peux observer comme ça, sans juger, attention, hein, le but c'est pas de se juger, le but c'est de s'observer. Ah tiens, je réagis comme ça, là, bizarre. Et apprendre à nommer. Ça me met en colère parce que quand tu me dis que j'ai l'air fatiguée, eh bien j'ai l'impression que tu veux dire que je me repose tout le temps, que pour moi la vie c'est cool, que tu n'entends pas toutes les choses que je fais, tous les problèmes que j'ai, voilà. Ça m'est arrivé, c'est du vécu ce que je te dis, ça m'est arrivé lors d'un cercle de femmes que j'animais, où une femme, justement, expliquait que quand son mari lui dit « Ça va chérie, t'as l'air fatiguée ?» ça la faisait hurler, bondir de rage, parce que elle entendait tout ça. Elle entendait le jugement, elle entendait que tu fais rien à la maison, elle entendait qu'il ne voyait pas justement tout ce qu'elle fait pour la maison, pour eux, pour la famille. Voilà, elle entendait tout ça. À partir d'une simple phrase. « Ça va chérie ? T'as l'air fatiguée aujourd'hui ?» Et là, on voit bien, en fait, que là, il y a surréaction. Tu vois, elle est passée en mode survie, elle est passée en mode attaque. Mais pourquoi elle est passée en mode attaque ? Et c'est ça qu'on va aller creuser en thérapie. Pourquoi ce que vient de te demander ton mari, ce qui en plus a l'air assez sympathique, je veux dire, moi j'y vois pas de mal en fait. Mais elle,
ça vient la faire réagir. Donc on va travailler tout ça, on va venir remonter dans le temps en fait. Pourquoi et on va venir travailler dans le corps surtout, parce que le corps garde énormément de mémoire. Et des fois on ne sait même pas nommer pourquoi. Mais le corps, lui, il se souvient. Tu peux aussi t'autoriser à sentir ce qui est là. Que même si c'est inconfortable, bah c'est là, ça vient te dire quelque chose. Donc même si ça te met en colère, même si tu ressens de la honte, de la culpabilité, de la gêne, même si c'est inconfortable, ça vient te dire quelque chose, ça vient t'apprendre quelque chose. En fait, les émotions, tu sais, c'est un peu comme une boussole. Ça vient te dire quelque chose. Ça vient pas te faire chier, te titiller, triturer, là où ça fait mal. Non. L'émotion, elle vient t'apprendre quelque chose sur toi. Et tout le but est de comprendre quoi. Tu peux faire des micro-pas. Donc ce que je te disais, ce que je t'expliquais avec l'exposition. Essayer des mini-trucs. Petit à petit. Donc petit pas par petit pas. On peut même dire micro-pas par micro-pas. Et rappelle-toi que tu n'as pas besoin d'être parfaite. De toute façon, nous sommes des êtres humains. Donc, par définition, nous sommes imparfaits. Apprends à vivre dans ton imperfection. C'est ce qui te rend vivante aussi, c'est ce qui te rend unique. Et c'est ce qui te rend charmante. Et puis tu peux commencer à avoir un journal de bord, un journal de bord émotionnel. Tu peux repérer tes cycles, qu'est-ce qui te déclenche, qu'est-ce qui t'a fait du bien quand ça t'a déclenché, qu'est-ce que tu as fait, tu as respiré, tu as shaké, tu as fait du tapping, tu as crié, tu as pleuré, tu as pris une douche froide. Qu'est-ce que tu as fait quand tu as été déclenché? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce que tu aimerais essayer comme technique, comme ressource? Voilà, et tout ça, ça va être ton journal de bord. Rappelle-toi que moi aussi, je suis cette femme. J'ai survécu à l'anxiété. Je vis avec l'anxiété tous les jours. Dans mon métier, je dois parler en public. Je prends des cours parce que c'est encore déclenchant pour moi. Mais ça ne m'empêche pas de le faire. J'ai appris à réguler ces émotions. Et on s'est réunis et on doit parler. Voilà. Et ça, c'est vraiment, pour moi, les moyens qui me permettent d'être toujours exposée à ce truc-là, même si ce n'est pas réglé. J'ai encore beaucoup d'anxiété. Mais j'ai appris à vivre avec. On arrive à la fin. J'espère que cet épisode te sera utile. Rappelle-toi que ça prend du temps et que ça prend beaucoup de douceur, d'auto-douceur. Ça se dit pas, mais je vais le dire quand même. Aujourd'hui, j'aide d'autres femmes à faire la paix avec leur histoire. Donc, si tu as envie de travailler avec moi, n'hésite pas à me contacter. Si tu m'écoutes et que ton cœur y bat un peu plus fort, c'est peut-être qu'il est aussi temps pour toi. C'est pas un grand bouleversement au début, c'est un premier pas vers soi. Et pour ça, parfois, on a besoin d'une main tendue. Et si tu le souhaites, je peux être cette main qui se tend vers toi pour t'aider à te retrouver, à redevenir qui tu es. Je te remercie pour l'écoute. Vous retrouverez les informations de l'atelier que j'anime, le corps comme boussole intérieure, dans la barre d'infos. Et voilà, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter, à le commenter. C'est toujours agréable d'avoir des retours des épisodes. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt.